Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semences pour ce nouveau numéro de Poussons le débat. Et aujourd'hui, nous allons parler des protéines végétales, protéines indispensables dans notre alimentation, mais aussi dans l'alimentation animale. Seul problème aujourd'hui, la France importe énormément de protéines végétales. Pourquoi? Comment? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec nos invités. Avec eux, nous verrons aussi comment conquérir des parts de marché supplémentaires et pourquoi pas devenir autosuffisant en matière de protéines végétales. Alors, nos invités, je vous les présente. Laurent Guerrero, bonjour. Prenez votre micro, vous êtes président du groupe RAGT Semences. Alors, RAGT, en quelques mots. RAGT est un semencier basé à Rodez dans l'Aveyron, semencier multi-espèces qui développe aujourd'hui de la sélection sur plus de 32 espèces. Paul Faburel, bonjour Paul. Bonjour. Alors vous êtes délégué régional nord-est de la Fédération du négoce agricole. C'est quoi la Fédération du négoce agricole ? Alors, la Fédération du négoce agricole est un syndicat professionnel qui regroupe les entreprises de collecte et de vente de céréales principalement. Et à vos côtés, Laurent Rousseau, bonjour Laurent. Bonjour. Vous dirigez l'Institut technique Terre Univia. Alors, c'est pas peu dire qu'en ce moment, les instituts techniques, on en parle beaucoup, et y compris au Salon de l'Agriculture. On attend beaucoup de vous dans l'avenir. Ah oui, ben oui. C'est quoi Terre Univia ? Innovia. Innovia, pardon. Innovia. En fait, l'Institut technique, c'est un passeur de solutions, d'innovation entre la connaissance qui est générée par la recherche académique et le professionnel. Et nous, on produit des références techniques, de la recherche applicative permettant de trouver des solutions techniques sur le terrain. Et en ce moment, on vous met beaucoup la pression parce qu'on attend beaucoup de vous dans tous les secteurs, y compris pour l'innovation. Oui, énormément, parce qu'en fait, tous les changements qu'on vit actuellement, que ce soit lié au changement climatique, aux transitions, aux transformations des cultures, nécessitent de revoir nos protocoles, de revoir nos façons de travailler. Et donc les instituts sont en première ligne parce que c'est la référence professionnelle pour fournir les bonnes solutions aux agriculteurs. Alors, je voudrais commencer cette émission avec les sujets qui fâchent, Laurent Guerrero. Je disais qu'on était quand même plutôt importateur de protéines végétales. Un quart des protéines végétales utilisées dans l'alimentation animale sont importées. Vous expliquez ça comment ? C'est multifacteur, bien évidemment, mais une des problématiques qui a été adressée récemment est le manque de compétitivité, le désintérêt éventuellement d'un certain nombre de producteurs sur les variétés qui leur sont proposées qui, malheureusement, ne remplissent pas toujours l'intégralité des attentes qu'ils peuvent avoir, et notamment une attente primordiale pour le producteur, la régularité du rendement, c'est-à-dire la capacité à prédire un revenu économique qu'ils vont pouvoir tirer de cette espèce. Pourquoi ? Parce que les variétés qui ont peut-être été travaillées par le passé en prenant en compte un objectif de rendement sont confrontées aujourd'hui à des difficultés climatiques, à des difficultés de culture, à du manque de praticité, et donc les variétés peuvent en tout cas décevoir dans un certain nombre de cas. Paul Faburel, même question. Vous l'expliquez comment ce désamour parfois de certains agriculteurs pour les protéines végétales et le fait que nous importions un quart de ce dont nous avons besoin dans les fermes et notamment dans les élevages? À mon avis, c'est d'abord une question de méconnaissance. La difficulté pour les producteurs d'avoir l'information sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur territoire et en fonction de leur climat. Et ensuite, une difficulté à changer aussi les pratiques. C'est une prise de risque non négligeable d'intégrer des protéines dans sa rotation. Donc voilà, il y a cette barrière à franchir, ce plafond de verre à briser. Et alors, on n'est pas sorti de l'auberge, si je puis dire, parce qu'on voit qu'on manque de protéines végétales pour l'alimentation animale, mais quand on regarde les nouvelles habitudes de consommation des Français, on se dit, oulala, il y a des marchés à prendre, parce que si on prend des chiffres, plus 9% par an de vente de steaks végétaux. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, à partir de très bientôt, on ne pourra plus les appeler des steaks végétaux. Et puis plus 19% pour les fausses saucisses végétales. Donc là, Laurent Guerrero, ça peut aiguiser les appétits de certains agriculteurs, du coup. Alors déjà, des sources de protéines, la France est un territoire riche, on ne l'a pas que dans un ou deux protéagineux, on le retrouve bien évidemment dans du soja, mais également dans des pois, des févroles, des lentilles, donc on a une grande diversité de protéagineux. Par contre, sur le démarrage de ce que je vous disais en disant le désintérêt des agriculteurs sur certaines variétés, c'est un cercle assez vicieux, c'est-à-dire que ce désintérêt, il fait qu'il y a moins de surface
valorisé. Moins de surface veut dire moins de revenus pour les chercheurs qui créent des nouvelles variétés. Et donc la spirale infernale commence, et donc il y a moins d'efforts de recherche qui va se faire l'année suivante et encore moins de variétés pertinentes. Et pour casser tout ça, on a décidé de s'unir entre plusieurs semenciers, en tout cas sur certaines initiatives, en se disant qu'il était d'intérêt national de venir sélectionner et de répondre plus correctement aux enjeux de demain en mêlant nos forces et en demandant également aux autorités publiques de venir soutenir des démarches pour réellement être au rendez-vous demain. Tout ça concrètement, qu'est-ce que vous allez faire entre vous, entre professionnels ? On a dû choisir une espèce, on a décidé de travailler avec le pois. On a pris le pois comme une espèce un peu modèle parce qu'elle est fortement sollicitée aujourd'hui en nutrition animale notamment. Et donc ce pois, on a décidé de lancer un grand programme sur les 5 prochaines années en associant tous les sélectionneurs qui avaient une capacité à entreprendre, à mettre de l'innovation en place. Et ce qu'on espère, c'est qu'en 5 ans, on soit capable méthodiquement de venir traiter toutes les problématiques du pois, depuis la régularité jusqu'à la tolérance aux maladies. Et tout cela se fait avec les instituts techniques, bien évidemment. Obligatoirement, parce que la variété c'est une chose, la pratique culturelle après derrière en est une autre, et donc dans le cumul du savoir que l'on veut mettre en place pour faire émerger des pois plus attractifs pour les agriculteurs, les instituts ont bien évidemment toute leur place. Laurent Rousseau, beaucoup de travail en perspective pour vous. Techniquement, vous êtes prêt à soutenir cet effort de guerre, si je puis dire ? Ah oui, évidemment. Alors, en fait, ce qu'on fait déjà, c'est d'évaluer, après l'inscription au catalogue de vente, on évalue les différentes variétés disponibles et on les fait non seulement sur l'ensemble du territoire national, mais on les fait adapter à chaque territoire. Donc on est capable aujourd'hui de caractériser le potentiel de valeur et d'adaptation de ces variétés en fonction des pédoclimats des différents territoires et de recommander aux agriculteurs les variétés qui lui correspondent. Et comme ça a été dit par Laurent, on se retrouve avec des situations où on a un déficit de solutions, même s'il y a des solutions qui sont disponibles aujourd'hui pour arriver à répondre à tous ces enjeux de changement qu'on vit au quotidien. Alors, Paul Faburel, on comprend bien que pour relancer la machine, il faut aussi des perspectives de revenus pour les agriculteurs. Quand on voit toute cette demande aujourd'hui, pas uniquement dans l'alimentation animale, mais aussi dans l'alimentation humaine, on peut dire raisonnablement aux agriculteurs, impliquez-vous, foncez dans cette direction parce que les revenus ils vont être là. C'est ce que font aujourd'hui beaucoup de négoces. Les négoces, leur rôle premier, c'est de trouver des débouchés pour les produits de leurs agriculteurs, de leurs apporteurs. Donc tout ce qui permet de diversifier les sources de revenus pour les agriculteurs est le bienvenu. Et bien sûr, la protéine végétale en fait partie. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de négoces qui se tournent vers ce débouché, qui encouragent leurs producteurs à planter. La grande différence entre un négoce et une coopérative notamment, c'est qu'il y a une relation totalement libre. Donc le négoce ne peut inciter les producteurs à planter que si derrière il y a un revenu et une garantie de financement, enfin, de résultats financiers. Donc c'est le négoce qui aujourd'hui contribue à aller chercher ses débouchés, ses contrats et proposer une offre intéressante aux producteurs. Et Laurent Guerreiro, tout ça, ça s'inscrit aussi dans une stratégie gagnant-gagnant parce que finalement, tout le monde gagne si on joue le jeu des protéines végétales. Depuis les entreprises comme les entreprises semencières, comme la vôtre, jusqu'aux producteurs, voire plus. Vous avez raison, c'est une filière, chaque maillon doit être un contributeur à ce challenge. Alors assez égoïstement, on considère que ça va commencer quand même avec la semence et donc c'est pour ça qu'on tire le signal d'alarme en se disant attention, les protéagineux, outre leur valorisation que vous avez rappelé alimentaire, c'est également une tête d'assolement qui est indispensable aujourd'hui au challenge agroécologique et aux transitions qu'on aura à faire demain. Et on tire cette sonnette d'alarme en disant les protéagineux sont dans une situation complexe parce qu'il y a un effort d'investissement en recherche qui n'est pas suffisant, il faut relancer. Mais vous avez raison, la réussite sera une réussite collective avec la contribution de chacun des maillons. Laurent Rousseau, quand on parle de ces cultures à certains agriculteurs, ils disent oui, bon, c'est bien gentil, mais quand même, il y a des impasses, il y a des produits qu'on ne peut pas utiliser dans les cultures, on est un petit peu coincé dans les moyens qu'on a d'avoir des cultures performantes. Vous leur répondez quoi ? On peut constater qu'ils ont raison. L'objectif pour nous, c'est de trouver la solution, c'est-à-dire arriver à lever les verrous, mais ce ne sont pas que des verrous techniques, ce sont aussi des verrous de compétitivité. Juste, je voudrais rappeler que, notamment pour les légumineuses à graines, le premier producteur mondial de légumineuses à graines est canadien.
et que les Canadiens cultivent sur des surfaces immenses les légumineuses dans des conditions qui nous sont totalement interdites chez nous. Donc il faut être capable d'être compétitif avec dans le cadre de cultures en compétition qui sont sur les flux de marché totalement différents. Et je vous donne juste un exemple. La lentille, on parlait de pois, la lentille française, la lentille verte, la variété qu'on utilise aujourd'hui, elle date des années 60. Ça veut dire que quand vous avez cette variété-là qui est totalement aujourd'hui en difficulté par rapport au changement et que vous avez en face de nous des Canadiens qui sont, eux, avec des variétés totalement différentes, qui sont en plus la plupart des variétés tolérantes aux herbicides, obtenues pour certains par mutagénèse, on se retrouve face à des verrous de compétitivité autant que des verrous de stabilité de rendement. Alors, avec tout ce qu'on nous demande en ce moment, tout ce qu'on vous demande en ce moment pour être plus durable, plus éco-responsable, est-ce qu'on n'est pas encore une nouvelle fois en train de se tirer une balle dans le pied et tout cet argent que qui va être dépensé pour relancer la filière, il va être dépensé en vain puisque vous le disiez vous-même, les Canadiens sont bien plus performants que nous. Alors, il faut constater une chose, c'est que notre agriculture est une agriculture de jardiniers. Dans le monde de la concurrence mondiale, on est des jardiniers. Et rien ne changera. De toute façon, on est bien obligé de faire avec. Mais ce qui est très important, c'est que l'agriculture française, c'est un exemple dans le monde. Il faut être conscient pour ceux qui voyagent aujourd'hui comme nous, qui regardons les autres agriculteurs qui discutons, tout ce qu'on fait en France est pris comme un exemple. Donc, on a une responsabilité vis-à-vis de nos agriculteurs, mais aussi une responsabilité vis-à-vis de l'avenir de l'agriculture dans le monde. Et donc, toute évolution, elle doit être à la fois raisonnable, raisonnée, compétitive et exemplaire. Et on a la nécessité de le faire, mais attention, ne détruisons pas ce sur quoi on a tout construit avec cette agronomie de grande qualité au bénéfice de pertes de volume qui risquent d'être un vrai problème pour nous. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur cette variété des années 60, qu'est-ce qui fait, moi je pensais que l'agriculture française était perpétuellement en train de se remettre en question via les instituts techniques, via les organismes publics de recherche comme l'INRA. Pourquoi c'est passé à travers les mailles du filet? C'est la demande. C'est la demande. En fait, la lentille verte jusqu'à présent, c'était une demande qui était une niche liée à des appellations d'origine contrôlée. La lentille verte du Berry, le Puy. Voilà. C'était une demande. Sauf que la demande a fortement évolué. Le besoin en légumes secs, en pois, en févrole est en train d'augmenter avec des usages qui changent d'une année sur l'autre. Et donc la demande nécessite à ce qu'on modifie l'offre. Sauf qu'on ne peut pas claquer dans les doigts pour avoir une variété dans la semaine qui vient. Voilà, et là, Laurent pourrait en parler. On prend des années et des années pour avoir une variété nouvelle. Oui, justement, Laurent Guerrero, il faut combien de temps pour avoir une variété nouvelle pour concurrencer et damer le pion de nos amis canadiens? On aura du mal parce qu'ils ont des grandes surfaces. La durée un peu moyenne de sélection, c'est entre 8 et 10 ans pour créer une variété. Et ce qui est justement la grande difficulté et le malheur des protéagineux, c'est que de par une rentabilité qui n'est pas au rendez-vous, y compris pour l'obtenteur, qui est rémunéré sur les hectares qui vont être réalisés après, puisqu'il n'y a pas cette rentabilité, on ne fait pas bénéficier à la culture d'outils qui permettraient de réduire la durée de sélection. Aujourd'hui, une variété de maïs, on arrive à sélectionner une variété de maïs en 5 ans. On peut sélectionner également... Non, aujourd'hui, grâce aux outils modernes, on peut faire que 5 années au lieu de 10 ans pour faire une sélection. En protéagineux, dans les légumineuses, ces espèces ne bénéficient pas de ces outils parce qu'ils sont, aujourd'hui, ils seraient trop onéreux à mettre en œuvre pour le retour qu'on en attend. Si demain, ce qui est le cas de plans qu'on essaye de pousser avec la filière pour promouvoir ces protéagineux, les semenciers mettront à disposition l'ensemble de l'arsenal des outils qu'ils travaillent tous les jours dans d'autres espèces pour essayer de raccourcir les durées de sélection et donc venir avec des offres plus adaptées. Laurent Rousseau. Oui, je voulais réagir là-dessus et compléter ce que venait de dire Laurent. En fait, l'enjeu, c'est que toute cette dynamique-là, elle est européenne. C'est-à-dire que nous, on a tendance à regarder la chose en France, mais en fait, la demande dont on est en train de parler augmente en toute l'Europe. Et il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. Mais en fait, le développement qui est en train de se passer, c'est non seulement au bénéfice de nos agriculteurs en France, mais aussi pour une forme de leadership qu'on a toujours eu en Europe sur une forme d'agriculture et une diversité, une valeur agricole. Donc les investissements, et c'est ce qu'on se dit dans le cadre des travaux qu'on mène avec les pouvoirs publics et les semenciers, c'est un investissement qui ont un double effet, un effet national et un effet européen pour la suite de la souveraineté européenne.
Alors justement, vous parlez des pouvoirs publics, il y a ce fameux grand plan protéines dont on nous a beaucoup parlé. Un des objectifs, c'est de devenir le leader mondial des protéines pour l'alimentation humaine en 2030. Mythe ou réalité? Je pense que c'est faisable, mais en termes de filière, c'est faisable. C'est dans 6 ans, 2030. Hein. C'est ça. En fait, là où c'est faisable, c'est en termes de filière. C'est-à-dire que nous, on a une particularité en France, plus que dans tous les autres pays, c'est que parce qu'on est déficitaire sur ces produits, hein, le colza, le tournesol, etc., on a construit la valeur par une organisation en filière, de l'amont, depuis les semenciers, en passant par les producteurs, les OS, jusqu'aux transformateurs. Et que c'est parce qu'on crée la valeur en filière qu'on est capable de faire ça. Et donc, oui, on est capable d'avoir ce leadership, mais pas uniquement en production initiale, mais aussi en transformation et en valeur pour le consommateur. Ça, on est en mesure de le faire. Paul Faburel, 2030, leader mondial des protéines pour l'alimentation humaine, ça vous paraît jouable ou pas? On va dire que c'est un objectif des pouvoirs publics. C'est bien de se fixer les ambitions. Après, est-ce que c'est réalisable? Je ne peux pas me permettre de répondre. On a les enjeux, effectivement, ne serait-ce que de la recherche, qui sont quand même, comme ça a été dit, extrêmement pressants. Après, aujourd'hui, si effectivement on veut que les agriculteurs massivement se tournent vers cette culture, il faut s'appuyer sur des réseaux, il faut s'appuyer effectivement, comme vous l'avez dit, sur des filières et les entreprises qui la composent. Et aujourd'hui, effectivement, nos entreprises Coop, Négoce, j'intègre l'ensemble des OS pour le coup, on est le premier partenaire des agriculteurs et on est le vecteur le plus efficace pour convaincre un agriculteur. Quand un agriculteur a une question, en général, il se tourne d'abord vers son conseiller technique de Coop et de Négoce avant de se tourner vers la chambre. S'il doit changer son calendrier de rotation, c'est vers nous qu'il va venir voir en disant bon, bah, si je fais ça sur 2 hectares cette année, est-ce que c'est OK? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vas pouvoir me le valoriser, etc. C'est une discussion qui s'instaure. Et si les OS, on est mobilisés, l'organisme stockeur, si on est mobilisé par les pouvoirs publics, aujourd'hui on ne l'est pas, si on était mobilisé, on aurait une capacité de démultiplication de l'effort énorme. Laurent Guerrero, il y a le problème, d'ailleurs ce n'est pas un problème, mais les objectifs pour les instituts techniques, pour la recherche en général, pour la filière, mais il y a aussi des problèmes bassement techniques. Je pense à l'eau notamment. Pour faire des semences, il faut de l'eau. Et l'eau, en ce moment, dès qu'on commence à parler de l'eau, il y a des écologistes, des mouvements qui, d'ailleurs, ont peut-être fait parler d'eux un petit peu avant le salon de l'agriculture, qui disent pas question de retenue d'eau, pas question d'irrigation, pas question... Alors, comment on fait? Parce que pour vous, l'eau, c'est essentiel. Pour nous, pour les agriculteurs, pour la production de semences, effectivement, mais je pense qu'il n'aura échappé à personne que ces dernières semaines, il y a une prise de conscience que la souveraineté, elle passe par de la production, par un effort de recherche qui reste dans le pays, et on peut espérer qu'aujourd'hui, il soit un peu plus facile qu'hier d'obtenir soit des dérogations, en tout cas pour produire des semences de qualité, et en tout cas de l'irrigation quand elle est nécessaire pour pouvoir mener à bien les cultures que l'on fait. Les fameuses grandes retenues dont on a beaucoup parlé, ce sera possible pour vous? Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une tolérance peut-être plus grande de la part notamment de l'opinion publique là-dessus? Je suis loin d'être un spécialiste de l'eau, mais globalement, la pluviométrie qui tombe sur le territoire, elle est équivalente d'une année sur l'autre. Elle tombe juste à des moments un peu différents. Il s'agit assez de bon sens d'être en capacité de la stocker pour pouvoir l'utiliser quand elle est nécessaire. Après, rappelons ici que pour les sujets protéines qui nous intéressent, en tout cas les exemples qu'on a donnés, sont des cultures qui sont globalement assez efficientes vis-à-vis de l'eau et qu'elles ne sont pas le plus toujours concernées par rapport à d'autres espèces vis-à-vis de leurs besoins en eau. Elles en ont toutes besoin, toutes les plantes ont besoin d'eau, mais à des niveaux différents de certaines espèces. Laurent Rousseau, ceux qui travaillent avec vous chez Terre Innovia, ils ressemblent un peu à Shiva, non? Ils ont plein de bras différents parce qu'ils doivent régler avec un bras le problème de semences performantes, avec un autre bras le problème de l'eau, avec le troisième bras le réchauffement climatique. Comment vous faites? D'abord, il faut savoir que dans l'Institut, 3/4 des personnels sont des ingénieurs et que la plupart sont d'agronomes. Et qu'est-ce qu'on apprend dans l'agronomie? C'est à maîtriser la complexité.
Donc c'est leur savoir-faire. S'ils ne font pas ça, c'est qu'ils ne sont pas à leur place. Donc, par contre, c'est vrai que ça demande de plus en plus de complexification en fait, des programmes et des projets à mener, mais l'esprit même, la façon d'analyser les choses est fondamentalement multifactorielle et complexe, et c'est leur savoir-faire. Mais on arrive aujourd'hui à répondre à toutes les demandes, à ces demandes multiples sur le même programme de recherche? Non, mais on a des méthodes pour le traiter. Donc déjà, pour répondre à cette difficulté, il faut savoir l'aborder le problème. Et en général, nos ingénieurs, nos chercheurs savent aborder le problème. Après, ce qui trouve toujours des solutions, ça dépend énormément de la nature des données dont on dispose et la capacité à mobiliser les moyens. Paul Faburel, je vais que vous vouliez réagir à ce que venait de dire Laurent Guerrero. Non, je voulais réfléchir, oui, effectivement, par rapport à l'eau notamment. C'est vrai qu'on pense immédiatement à la question de l'eau, à la question de la sécheresse. Mais aujourd'hui, on voit aussi des sols complètement saturés et on a l'effet inverse. Pour beaucoup de producteurs, c'est aussi une prise de risque. On va devoir gérer ces épisodes extrêmes d'inondation de sols saturés d'eau pendant des mois. Aujourd'hui, on a un report vers une ou deux cultures. Donc on a aussi cet enjeu de comment... Voilà, histoire de rajouter une main en plus à... Excusez-moi, mais on est dans l'hérésie totale. Je suis un provençal. Donc nous, la gestion de l'eau en Provence, c'est un sujet qui existe depuis très longtemps. On a créé des canaux, le canal de Provence en particulier, pour gérer l'irrigation. Le plus au sud de l'Europe, actuellement, on va alimenter bientôt une deuxième fois Barcelone par des bateaux parce qu'il n'y a plus d'eau. C'est ce qui va se passer chez nous progressivement. Donc à un moment donné, il faut savoir préserver l'eau quand elle est disponible plutôt que le parte à l'océan ou le parte à la mer. Que le prélèvement d'eau soit de nature à un moment donné d'affaiblir les nappes phréatiques, ça c'est la gestion des hydrologues capables de dire c'est le moment ou c'est pas le moment. Mais actuellement, l'eau qui est actuellement saturée, qu'est-ce qui va se passer? Cette eau, elle s'en va. Cette eau va partir et on n'a même pas la possibilité de la garder pour pouvoir au moins en profiter quand le moment sera venu. Ça, c'est totalement incompréhensible pour la plupart de ceux qui sont aujourd'hui en gestion de l'eau sous sécurité. Laurent Guerrero, alors on a vu comment tout ça pouvait se mettre en place, mais il y a une chose aussi dont on a besoin, c'est d'argent. Alors comment on finance tout ça ? Parce qu'on parle beaucoup de subsides de l'État, mais je suppose que comme tous les subsides de l'État, ce ne sera pas suffisant. Ou comme le disait le président Kennedy, ne demande pas ce que l'État peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Déjà, il ne faut pas parler d'argent à un Aveyronnais, ça le fâche dès le début. C'est vrai, mais je le faisais un petit peu exprès. Hein. Mais effectivement, ces espèces sans blague aucune, mais pour revenir sur le sujet du démarrage en se disant on est en sous-investissement de recherche sur ces espèces, il faut le reconnaître. Parce que le soja, on a parlé beaucoup d'autres protéagineux, mais le soja est une culture importante, mais il y a une ultra-dominance en tout cas du soja américain et du soja brésilien. Et on pourrait faire de la même façon, on a les chercheurs, on pourrait avoir des réponses beaucoup plus importantes, mais c'est vrai que le niveau d'investissement à mettre et le niveau de retour ne sont pas aujourd'hui suffisamment cohérents. Donc effectivement, on a pu, avec nos collègues de Terre Innovia, aller rencontrer les ministères pour faire comprendre que les challenges futurs de l'autonomie protéine étaient des choses qui étaient réalisables, mais qu'on avait besoin d'efforts. Et je dois bien avouer qu'on a eu des réponses plutôt positives, on a eu du soutien qui est en train de se mettre en place, de la structuration, sur des sommes dans ce plan protéine qui sont loin d'être négligeables, donc il y a des moyens. Il y a eu différents plans, il y a des plans ciblés, on a un plan sur les protéagineux qui va être de plusieurs dizaines de millions d'euros, il y a un plan plus important, global, je laisserai Laurent Rousseau en parler, mais il y a ce plan de relance protéine qui est aussi doté de sommes assez considérables. Donc pour le moment, on a l'air d'être entendu sur la volonté du gouvernement d'accompagner cette dynamique-là. Laurent Rousseau, justement, sur l'argent, donc il y a des sommes qui circulent. Ce qui nous a été annoncé pour 2024, dans le cadre de la planification écologique, c'est un montant d'une enveloppe de 100 millions pour accompagner justement ces questions de protéines. Dans ces 100 millions, globalement, on se situe à trois grands clichés. Le premier, c'est les agroéquipements chez les agriculteurs, parce qu'il y a besoin de renforcer les équipements spécifiques pour ce type de culture. Le deuxième, c'est les investissements, y compris chez vous, chez les OS, pour la logistique, les investissements matériels, les études, tout ce qui est nécessaire pour que dans les filières, dans les territoires, ça se structure et ça continue à se structurer, pour que les marchés soient là, pour que les organisations et les matériels soient là. Et puis de la R&D,
Et dans la R&D, il y a une dizaine de millions, dont une bonne partie, en tout cas nous on fait en sorte que la plupart, sinon la totalité de ces moyens, soient affectés au transfert vers l'agriculteur et à la génétique. Et ça, c'est suffisant, une dizaine de millions? C'est censé se reproduire pendant 4 ans. C'est-à-dire que ce qui est prévu, mais ça c'est les lois de finances qui le définissent avec le Parlement à chaque fois, c'est de renouveler ces 100 millions chaque année, ce qui nous permet nous d'avoir de la visibilité, ce qui nous permet effectivement d'investir sur la durée. Et vous voyez bien que là on est sur des niveaux d'investissement qui sont très élevés, quasi historiques dans les investissements dont on entend parler. Et alors Paul Faburel, chez les négociants dans le négoce, là aussi nécessité de se remettre un petit peu à la page au goût du jour avec des investissements importants, plutôt dans quel secteur d'ailleurs? Alors, on a déjà effectivement un enjeu, nous, sur tout ce qui va être triage des matières. Le premier métier du négociant dans le cadre de la collecte, c'est effectivement d'être capable de trier et de calibrer le produit pour livrer le bon produit au bon client. Donc, le besoin en outils de triage, il est majeur. Et le deuxième gros secteur, ça va être le stockage. Aujourd'hui, on a un vrai enjeu sur la modernisation du stockage, avoir des outils adaptés et modulables. Aussi de pouvoir passer de stocker du blé, du maïs, et puis après effectivement des pois, des lentilles, févroles et autres. Donc aujourd'hui on a un vrai enjeu sur ce stockage. Et on voit d'ailleurs des nouvelles technologies qui apparaissent, le stockage sous vide, des choses comme ça. Ça pour vous c'est intéressant ça? Ou est-ce que ça reste encore anecdotique et le niveau du gadget? Alors on va dire, ça reste anecdotique au sens où c'est pas encore forcément des outils très développés. Néanmoins, ça a vocation à devenir, j'espère, à terme, des outils diffusés dans une grande majorité chez des négociants, puisque ça permet en partie de répondre à ce besoin de souplesse et de réactivité lorsqu'on est en pleine campagne et que il faut recevoir les camions et les trier, les calibrer et faire partir la marchandise. Laurent Guerrero, là on parlait des grands enjeux, des grands volumes, mais quand on regarde et quand on écoute un petit peu les gens qui se baladent au salon de l'agriculture, on entend dire tiens, j'ai vu dans tel magazine qu'on pouvait se faire une petite salade avec des graines de lin, j'ai vu qu'on pouvait manger des trucs avec des graines de chanvre, j'ai vu de la quinoa. Ça aussi, ce sont des débouchés importants pour vous aujourd'hui, des choses importantes, ou ça reste du marché de niche pour répondre à, j'allais dire, aux injonctions de certains magazines féminins? Je vais répondre à ce point. J'aurais aimé juste rajouter un point sur la remarque un peu taquine que vous nous avez adressée en disant qu'on était dans un énième plan protéines. Ce à quoi vous avez totalement raison. On les a un peu enchaînés. Je pense que la différence de ce plan-ci, comme il vient d'être dit par mes collègues, c'est qu'on va essayer d'adresser l'intégralité des maillons de la filière pour qu'il n'y ait pas un décalage qui se fasse entre une innovation ou une avancée qui se fasse à l'un des maillons et qu'elle ne soit pas poursuivie sur tous les maillons. Donc c'est vraiment cet objectif de transversalité qui, pour moi, est en tout cas un gage de succès des actions qu'on a entamées. Et alors, sur les petits marchés de niche, pour répondre aux injonctions d'une certaine presse magazine? Il ne vous a pas caché que j'étais peut-être plus attiré quand même par la côte de bœuf que par la salade de graines. Mais, vous n'êtes pas joueur. Non, mais chacun son domaine. Mais en tout cas, ce qu'a dit déjà Laurent avec l'exemple de la lentille montre bien que sur ces espèces et sur des marchés qui vont rester des marchés de niche, il est assez difficile d'avoir un effort régulier de recherche pour alimenter des choses qui auront un retour sur investissement extrêmement faible. Et alors, autre question que je me pose, en vous écoutant, je me dis, mais c'est formidable, ce plan protéines, ces objectifs en matière de protéines. Moi, si j'étais agriculteur, demain, je me poserais des vraies questions en disant, est-ce que je ne vais pas me lancer dans cette aventure? Ça va susciter des vocations, selon vous? Ou en tout cas, peut-être des transferts d'agriculteurs qui vont plutôt passer aux protéines plutôt qu'à d'autres cultures? Je ne pense pas que ce soit le driver de ça. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que cultiver des légumineuses, ça a des impacts globaux. C'est ne serait-ce que parce que ça apporte de l'azote au sol et que dans les nouvelles contraintes, en tout cas les nouvelles opportunités, ça dépend comment on le voit pour les agriculteurs, notamment en valeur de la durabilité de leur exploitation, le fait d'intégrer de plus en plus, diversifier leur culture va leur faire bénéficier d'un ensemble de choses liées à la décarbonation, à la valeur durable de leur exploitation, etc. Donc c'est en effet, il y a à la fois la valeur directe et les externalités
qui ont de l'intérêt pour l'agriculteur de demain. Et ça, les nouvelles générations aujourd'hui qui arrivent sont particulièrement sensibles à ça. Et les anciennes générations sont particulièrement curieuses pour arriver à trouver la solution, parce que chez l'agriculteur aujourd'hui, c'est créer de la trésorerie, s'en sortir tous les mois. Et si on arrive à combiner à la fois cette diversification, diversifier les risques du coup, hein, et la rentabilité, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Vous voyez ? Reste tout de même un problème, et on en parlait tout à l'heure en disant est-ce qu'on ne va pas se tirer une balle dans le pied pour être de nouveau les meilleurs élèves qui lavent plus blanc que blanc. Mais il y a un problème qu'il va falloir régler aussi, c'est celui des importations. On parlait de lentilles tout à l'heure, les lentilles turques arrivent sur le marché français à vil prix. Donc il va falloir mettre aussi un petit peu, faire un peu le ménage dans nos échanges internationaux. En fait, on a une problématique, c'est la compétitivité évidemment, mais est-ce qu'on est prêt, nous, en France en particulier, à acheter et à valoriser différemment une lentille produite en France selon les principes de production qu'on a et une autre. Par exemple, actuellement, on réfléchit au niveau de l'interprofession à développer un label pour que les consommateurs s'y retrouvent, notamment sur les légumineuses, qui est une légumineuse de France identifiée. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, à part les AOC, à part la lentille de verre du Puy ou la lentille du Berry, l'identification de l'origine et la valeur qu'il y a derrière cette origine, avec tout le travail que font les agriculteurs pour rendre durable leur exploitation, on ne le voit pas dans le produit. Et là, il faut absolument le valoriser. Et ça peut faire un petit peu la différence, même si c'est difficile à concurrencer les Turcs, les Canadiens avec leurs produits. Laurent Guerrero. Et puis, ne négligeons pas ce qu'a dit Laurent dans le début de son intervention, c'est-à-dire que les protéagineux sont également une contribution majeure à l'agroécologie. Celles que vous allez importer, elles auront un effet zéro. Elles ne vont pas améliorer la tenue en azote de votre sol. Donc aujourd'hui, on a tout intérêt à les produire par nous-mêmes. Et alors, pour reprendre la question que je posais, est-ce que ça peut susciter des nouvelles vocations ? Notamment dans votre secteur des semences, parce que quelque part, ça peut être intéressant pour des agriculteurs de produire des semences de légumineuses. Alors, les agriculteurs qui produisent ne sont pas des concurrents, ils sont un maillon de la chaîne de multiplication et de diffusion. Par contre, ce qu'on escompte, c'est que ça rouvre des vocations sur des gens qui avaient la pratique de ces légumineuses, qui ont arrêté parce qu'ils ont eu trop de soucis. Et ce qu'on espère, c'est que les hectares qu'on a connus il y a quelques années étaient bien supérieurs au niveau qu'on a aujourd'hui. L'ambition, en tout cas qu'on forme indépendamment des plans et des grandes annonces, c'est de retrouver ces hectares. Donc finalement, Paul Faburel, il va falloir rendre ces cultures, j'allais dire, plus attractives et plus sexy, pour tout dire. Oui, c'est déjà le cas. Elles le sont sur le fond. Comme ça a été dit par mes collègues, l'intérêt agronomique, il est largement démontré et tous les agriculteurs en sont conscients. C'est juste d'être capable de passer le cap, d'être rassuré sur le fait que rajouter cette culture dans sa rotation, ça ne sera pas un problème. Et il y aura les débouchés derrière parce que le négoce aura fait son travail, lui, de son côté. Mais on a de plus en plus d'agriculteurs dans des territoires aujourd'hui très céréaliers qui se mettent massivement à la légumineuse. Et il n'y a pas de raison que... peut-être l'objectif 2030, peut-être pas, mais dans les 10 ans, on ait effectivement atteint nos objectifs. Laurent Rousseau, une dernière question. Aujourd'hui, nos partenaires européens, ils sont sur la même tonalité, ou est-ce qu'ils nous regardent un petit peu en disant on va laisser les Français faire et on verra après ? Ils sont dans la même démarche, mais de façon assez différente de nous. Je donne un exemple. Les productions actuellement de protéagineux qui explosent, c'est les pays baltes. Alors, il faudrait qu'on aille voir d'ailleurs pourquoi, comment. Il y a un vrai besoin, il y a une vraie attente, un vrai marché là-bas. En soja, avec le soja Danube, qui est un soja de la zone Danube, qui arrive jusqu'en Allemagne, est un soja qui se développe énormément parce qu'il y a une vraie demande en Europe. Dans tout le plan protéines européen, c'est la souveraineté protéinique qui est une souveraineté majeure dans les équilibres mondiaux. Parce que la protéine, c'est ce qui va manquer le plus dans les années qui viennent, avec l'eau. Pour subvenir aux besoins des populations. Dans cette souveraineté, les légumineuses font partie majeure de ça, en plus des autres cultures évidemment. Et tous les pays se mobilisent avec leurs spécificités, avec leur capacité, leur pédoclimat et leurs engagements. Laurent Guerrero. Il y a un petit peu de cocorico. Bien sûr, il y a des développements et des enjeux sur l'intégralité des marchés européens, mais si vous regardez variété par variété ou espèce, je devrais dire par espèce, la majorité des obtenteurs sur ces légumineuses sont français. Donc
tirons déjà bénéfice de ce que l'on sait faire sur notre territoire et c'est sûr qu'on sera capable d'aller l'exporter sur d'autres territoires ensuite. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs de nous avoir rejoints pour cette émission. Merci. Et de nous Merci. avoir éclairé sur ce plan protéines et sur ce besoin de protéines en France, mais pas que. Quant à moi, je vous retrouve demain sur le plateau de Village Semences. Et d'ici là, n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À demain.